Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés. Alors, ce soir, on a le plaisir de recevoir Thomas Guedj, qui est enseignant-chercheur ici, à Besançon, en langue et littérature latine, qui travaille au laboratoire des sciences de l'Antiquité, rue Mégevant, et qui va nous parler de la mémoire chez les orateurs latins. Donc, merci beaucoup, Thomas, d'avoir accepté de venir nous parler. Faire marcher le micro, oui, ça fonctionne. Donc, merci André de ton invitation. C'est très aimable de m'avoir amené à parler ce soir donc d'un sujet qui me tient à cœur. Donc, la mémoire à Rome chez les orateurs. J'aborderai là des éléments que j'ai eu l'occasion d'étudier dans ma thèse. Alors, selon Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, il faut que j'arrive à jongler avec les deux ordinateurs. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comme ça, ce sera mieux. Oui. Donc, selon Pline, au bas de l'oreille se trouve le siège de la mémoire. Nous le touchons quand nous invoquons un témoignage. Et tirer l'oreille revient à raviver la mémoire d'autrui pour lui rappeler un engagement. Comme l'attestent de nombreuses intailles représentant ce motif, généralement accompagnées de l'inscription Memento, que vous voyez à gauche donc de l'image, écrite verticalement, à côté d'une main donc qui tire le lobe de l'oreille. Donc il s'agit ici de rappeler qu'il faut se souvenir de ces serments. Cette faculté de mémoire, donc, que j'introduis ainsi par cette image, est au cœur de la formation des hommes les plus en vue de la société romaine à la fin de la République, au 1er siècle avant Jésus-Christ, à savoir les orateurs, destinés à diriger la cité. Ils doivent entretenir cette faculté par tous les moyens. Nous commencerons par examiner cette capacité oratoire, ainsi que les moyens mis en œuvre pour la développer, ce que les latins appellent l'ars memoriae. Puis nous verrons quel rapport l'un des membres les plus fameux de cette caste dirigeante romaine établit avec donc, la vie politique de la République, à savoir Cicéron. Donc je commencerai avec la mémoire des orateurs. C'est une capacité essentielle. En effet, elle est l'une des 5 parties définissant l'art oratoire. Voici la définition de Cicéron dans son traité de l'invention. Aussi, l'objet de l'art rhétorique nous paraît être celui qu'a, nous l'avons dit, approuvé Aristote. Les parties, d'autre part, sont celles que la plupart des maîtres ont indiquées. L'invention, la disposition, le style, la mémoire et l'action oratoire. L'invention, inventio en latin, c'est donc la capacité à trouver des idées, des arguments pour l'orateur. La disposition, c'est l'art d'organiser ses idées selon un plan, la composition. Le style, elocutio, c'est donc le choix des mots qui permettront d'exprimer ses idées. La mémoire, enfin, la faculté qui nous intéresse. Et enfin, l'actio, ou action oratoire. L'actio, il s'agit donc de la performance de l'orateur sur scène, comme un acteur pour le coup. Donc il définit ainsi les 5 parties, puis définit la mémoire elle-même. Je ne l'ai pas donné. Donc la mémoire qui consiste à bien retenir les idées, les res, donc les choses, et les mots, verba. Dépositaire des arguments, elle est indispensable au développement des 4 autres parties de la rhétorique. Que dirais-je de ce trésor de toutes les connaissances, la mémoire, si elle ne conserve pas fidèlement en dépôt tout ce qui a été trouvé et médité, idées et expressions, les autres facultés de l'orateur, fussent-elles en lui les plus éclatantes, seront évidemment comme perdues. L'orateur a besoin de la mémoire pour apprendre son discours, tout simplement, et connaître les exempla qui l'alimenteront. La culture du passé, permise par la mémoire, est indispensable à l'orateur. Ainsi, dans l'Orateur, un autre traité de Cicéron, celui-ci écrit qu'il apprenne également l'ordre des événements et de l'histoire du passé, surtout sans doute de notre cité, mais aussi des peuples conquérants et des rois illustres. Donc l'orateur doit aborder d'un point de vue historique, et il est incité par Cicéron à se cultiver, à devenir polyvalent. Pourquoi ? Parce que l'histoire est une source d'exempla. Et Cicéron insiste abondamment sur la longue liste des exempla que l'orateur se doit de maîtriser pour alimenter son discours.
Ces exemples-là sont des outils de comparaison et de réflexion politique et philosophique. De cette exhortation à connaître l'histoire, Cicéron, dans le même ouvrage, tire un jugement sur la condition nécessaire à l'accomplissement de cet orateur. Ignorer ce qui s'est passé avant qu'on ne soit né, c'est être toujours un enfant. L'indifférence donc à la mémoria du passé est non seulement une faute professionnelle pour l'orateur, mais aussi un manquement essentiel. Ignorer le passé, c'est rester un enfant. C'est donc refuser de s'épanouir, de s'accomplir comme un adulte. De fait civilisateur, la mémoria devient ici une qualité intrinsèquement adulte qui inscrit l'individu dans son essence d'homme. Elle participe à un processus de maturation, d'éducation. La mémoire offre donc à l'orateur, selon Cicéron, un puissant avantage. Et il le célèbre chez des orateurs de sa connaissance. Ainsi, nous dit-il de Torquatus, l'un de ses amis, que sa mémoire est divina, divine. Puis il y a le cas d'Hortensius. Hortensius a été le modèle, si l'on peut dire, de Cicéron, il est plus âgé, et aussi un rival dans les tribunaux. Voici ce qu'il nous dit d'Hortensius. D'abord, il avait une mémoire dont je crois n'avoir jamais chez personne rencontré l'équivalent. Ce qu'il avait mentalement préparé, il était capable, sans aucune note, de le rendre dans les termes mêmes qu'il l'avait conçu. Grâce à cette faculté, il retenait non seulement ce qu'il avait lui-même préparé ou écrit, mais aussi toutes les paroles de tous ses adversaires sans que personne les lui rappelât. Beaucoup plus tard, au 1er siècle après Jésus-Christ, Sénèque le Père, donc le père, quand on dit Sénèque le Père, c'est le père de Sénèque le philosophe, nous rappelle que Hortensius a des capacités hors normes. Hortensius, qui, provoqué par Cyséna, assista toute une journée à une vente aux enchères. Et sans la moindre erreur, sous le contrôle des commissaires-priseurs, il énuméra dans l'ordre tous les objets vendus, les prix et les acquéreurs. On voit ainsi que petit à petit, les orateurs deviennent des champions de la mémoire et qu'ils se livrent à de véritables performances, des joutes, d'une certaine manière, de mémoire, une forme d'exhibition donc de leur capacité. Cicéron évoque également des anciens, des orateurs grecs pour le coup, Métrodore, capable de redire ce qu'il avait entendu en utilisant exactement les mêmes mots, Carmadas, qui connaissait le contenu de tous les ouvrages d'une bibliothèque. La mémoire donc de ces individus peut expliquer cette impressionnante capacité de Sénèque le rhéteur, ou Sénèque le Père, on l'a évoqué, ou encore l'ami de Saint-Augustin, Simplicius, de réciter. Sénèque le rhéteur, nous dit-on, donc c'est toujours au 1er siècle après Jésus-Christ, pouvait réciter 2000 mots qu'il avait appris par cœur. Quant à l'autre, Simplicius, ami de Saint-Augustin, avait ce talent de réciter l'Énéide par cœur. Mais à l'endroit, ce serait trop simple. Il la récitait donc à l'envers, nous dit-on. Donc on est vraiment dans le culte de la performance. Parfaitement inutile par ailleurs, certes, mais ils attestent tous le respect que l'Antiquité avait pour l'homme possédant une mémoire entraînée. Les apprentis orateurs sont ainsi invités à développer une capacité essentielle, leur mémoire naturelle pouvant être complétée par l'apprentissage d'une méthode que les anciens appellent mémoire artificielle ou encore art de la mémoire, et que nous définirons aujourd'hui comme une mnémotechnie. À l'inverse de ces champions de la mémoire, il y a aussi les contre-exemples. Et Cicéron ne peut s'empêcher de moquer un autre orateur contemporain, Curion. Curion, en effet, nous raconte-t-il, manque incroyablement de mémoire et de toutes les qualités oratoires, sauf une, l'élocutio, le style, qui assure son succès. C'est pour Cicéron un objet de curiosité, un phénomène de foire, qui mérite d'apparaître dans l'histoire des orateurs qu'il reconstitue dans le Brutus. C'est surtout un objet de raillerie, un bouc émissaire, dont il veut faire le parfait contre-exemple. Ainsi, nous dit-il, Curion est un orateur grotesque. Il n'a ni inventio, il ne trouve pas d'idée, il n'a pas de dispositio, son plan est nul, son actio est une gesticulation, et sa mémoria est totalement insuffisante, au point qu'au fur et à mesure de son discours, il oublie le plan de sa composition. Donc le pauvre garçon se trouve perdu. Ainsi, alors que Cicéron est confronté à Curion lors d'un procès, Curion perd ses moyens et accuse, puisqu'il a oublié ce qu'il avait à dire, il accuse
Titinia, la cliente de Cicéron, d'avoir procédé à des sortilèges qui ont effacé sa mémoire. Donc, ce Curion est, encore une fois, un modèle à ne pas suivre. En effet, à Curion, l'on pourrait proposer une ars memoriae, donc un art de la mémoire, une technique. C'est une méthode mise au point par les Grecs, mais plus connue de nous grâce aux Romains. En effet, seuls 3 textes de l'Antiquité évoquent cette méthode, et ces textes sont latins. Nous avons la Rhétorique Aerenius, qui est un ouvrage oratoire d'un auteur anonyme, qui date des années 80 avant Jésus-Christ. Le dialogue de l'orateur de Cicéron, qui date de 55, et enfin, beaucoup plus tard, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, l'institution oratoire de Quintilien. Tous 3 proposent une réflexion approfondie sur l'ars memoriae. Quintilien, nous le laisserons de côté, parce qu'il l'évoque, mais n'est pas tout à fait sensible au charme de cet ars memoriae et lui préfère finalement une méthode de mémorisation par cœur. En revanche, les 2 premiers appellent une analyse parallèle, du fait de leur proximité chronologique. 30 ans les séparent. La Rhétorique Aerenius est le premier manuel consacré à l'éloquence à Rome qui nous soit parvenu. La carrière littéraire de Cicéron a commencé à l'époque de la publication de cet ouvrage. Cicéron offre dans De l'orateur, 30 ans plus tard, le recul de la maturité de son art, nourri par sa riche expérience. Il y aborde, comme le maître anonyme d'Aerenius, une méthode qui permet de renforcer la mémoire, une mnémonique, selon l'expression du maître d'Aerenius. Je commence donc avec cette rhétorique à Aerenius. Son auteur reconnaît l'importance d'une faculté qualifiée à la fois de thesaurus inventorum, le trésor, le coffre-fort donc des idées trouvées, et de custodem, de gardien, de protecteur, de omnium partium rhetoricae, donc un gardien, omnium partium rhetoricae, un gardien donc de toutes les parties de la rhétorique. L'expression que nous retrouvons chez Cicéron. Il énonce un constat d'évidence. Il y a 2 mémoires. L'une est naturelle, innée, et l'autre est artificielle et exercée. Avant de définir leur nature, la première est une composante innée, la seconde est une méthode acquise par l'entraînement. L'auteur estime donc que tout lecteur, même doté d'une bonne mémoire naturelle, pourra tirer profit de cette leçon. Mais il ajoute que son but principal est de venir en aide aux élèves défavorisés par la nature, d'où son choix de traiter seulement la mémoire artificielle. Alors la méthode est la suivante. La méthode artificielle, nous dit-il, donc je cite la rhétorique à Aerenius, la méthode artificielle prend appui sur des emplacements, des loci, et des images, les imagines. Il définit ensuite la nature de chacun de ces 2 éléments tout en donnant plusieurs exemples. Nous appelons emplacement des réalisations de la nature ou de l'homme occupant un espace limité, faisant un tout se distinguant des autres, tel que la mémoire naturelle peut aisément les saisir et les embrasser. Par exemple, une maison, un entrecolonnement, une pièce, une voûte et d'autres choses semblables. Les images, elles, doivent avoir un rapport de représentation avec le souvenir évoqué, par la forme, l'idée ou la reproduction. Ainsi, des images d'animaux, cheval, lion, aigle, sont données en exemple. Enfin, il reste à mettre en rapport les images choisies avec les lieux retenus, qui, par association, permettront de se rappeler les images, donc les souvenirs qu'elles portent. Selon sa théorie, les loci et les imagines doivent en fait être inspirés par la réalité, car la mémoire pourra ainsi mieux les retenir, ainsi que les souvenirs abstraits, virtuels qui leur sont associés. C'est la nature qui reste le fondement de cette technique. L'individu doit donc visualiser des emplacements dans lesquels il installe des images qui représentent les souvenirs à mémoriser. Quand il voudra se remémorer les 10 souvenirs, donc au moment où il prononce son discours, il lui suffira de parcourir mentalement les emplacements déterminés à l'intérieur d'un lieu plus vaste et d'y retrouver les images évocatrices. Notre auteur va ensuite développer la théorie des emplacements. Quelles sont les caractéristiques de ces emplacements favorables à la mémorisation? Ils seront nombreux pour retenir beaucoup d'images, donc beaucoup d'idées, classés dans un ordre immuable, de façon à former une série que l'orateur pourra prendre dans n'importe quel sens, ou commencer à n'importe quel endroit sans pour autant confondre les images. Par exemple, l'organisation de l'espace offerte par une domus, une maison, pour les nécessités de l'ars memoriae,
car l'organisation de la maison, connue de tous les Romains, doit permettre à l'orateur de parcourir mentalement la maison avec facilité, en même temps qu'il prononce son discours. Le parcours doit donc correspondre à la dispositio, au plan donc de discours. Le vestibule, par exemple, de la maison matérialise l'exorde, l'introduction. Les différentes pièces, les parties du discours. Et la conclusion, quant à elle, correspond à un regard rétrospectif sur la maison, c'est-à-dire sur le discours. Donc, cette analyse est faite par Catherine Barouin. Une nouvelle analogie illustre cette idée. Les emplacements peuvent être aussi considérés comme une série de personnes de connaissance que l'on va rencontrer, dont on ne saurait confondre les identités, quel que soit l'ordre des rencontres. L'auteur envisage une numérotation des emplacements pour faciliter leur organisation, au moyen de repères visuels. Une main d'or tous les 5 emplacements. Et au 10e emplacement, un ami nommé Décimus, c'est-à-dire le 10e. S'ajoutent des caractéristiques physiques très précises. Un environnement désert pour rendre la visualisation des contours des emplacements plus précise et fiable. Des loci d'aspect et de nature variés pour éviter toute confusion. Assez petits pour offrir des images nettes, mais assez grands pour paraître les contenir. Suffisamment éclairés pour permettre de voir les images. Des intervalles de 30 pieds. Enfin, l'imagination peut relayer le manque d'emplacement de références réelles et fournir des emplacements fictifs. On le voit, l'auteur, que je résume ici, est d'une minutie particulièrement pointilleuse. Il établit ensuite donc la logique des images, des imagines. Et cette logique se répartit selon 2 domaines. La mémoire des idées, on l'a dit tout à l'heure, la memoria rerum, et la mémoire des mots, la memoria verborum, qu'il distingue donc par le choix des images. La première, la memoria rerum, reproduit en images les objets retenus, et qui doivent être donc les idées, les éléments contenus dans l'argumentation du discours. La seconde, la mémoire des mots, use d'images évoquant phonétiquement ou lexicalement des syllabes, voire des mots entiers. Donc je mémoriserai un vers en mémorisant chacune des syllabes à l'aide d'images adaptées. En gros, il s'agit d'un rébus. La mémoire des idées doit passer, elle, par une image synthétique, en fait composée de plusieurs images dont l'alliance construit un sens global, perceptible, et résume le souvenir d'un ensemble d'éléments cohérents. Voici ma citation. « Souvent, nous faisons tenir dans un seul signe et dans une image unique le souvenir d'un ensemble des choses. » Notre auteur donne alors un exemple type. Par exemple, dans un procès criminel, il s'agit d'évoquer la victime d'un crime. Comment vais-je retenir cette victime? Eh bien, elle est alitée. L'accusé, quant à lui, je le visualise debout à ses côtés, tenant une coupe. Cette coupe étant censée évoquer l'empoisonnement dont la victime, donc subi par la victime. Enfin, dans l'autre main, l'accusé tient des testicules de bélier. Cette image est originale. Pourquoi des testicules de bélier? Parce qu'en latin, il s'agit de testes. Et testes, c'est un homonyme, ça signifie également les témoins. Donc les testicules de bélier sont une image qui fait référence aux témoins par un simple jeu de mots. Ainsi que des tablettes liées au testament de la victime. On suppose qu'il s'agit du mobile de la tentative d'assassinat. L'auteur se révèle ici très utile pour la connaissance des procédures techniques utilisées par l'orateur dans cette mémotechnie. Il doit choisir une image concentrée, ramassée, qui permettent une visualisation globale et la mettre en scène, la dramatiser. En effet, une narration introduit un sens de lecture, donc une cohérence qui facilite la mémorisation, et la théâtralisation permet de marquer les traits de façon accentuée, de donner un relief plus facile à saisir. La couleur peut même intervenir, nous dit-il, pour donner plus d'expressivité. Ainsi, le rouge connotant des significations symboliques comme la violence, le meurtre, le sang. Cette image doit être complétée par d'autres qui évoquent les autres chefs d'accusation. Toutes sont alors localisées dans les emplacements, dans l'ordre de leur utilisation par l'orateur. Donc dans l'ordre de la déambulation imaginaire à laquelle procède l'orateur dans la maison fictive qu'il a en tête. Catherine Barouin ajoute encore à ce propos que la domus constitue pour l'orateur un pourvoyeur essentiel en imagines, un réservoir d'images. En effet, les objets d'art, l'ornementation dans une maison, les colonnes, les portraits d'ancêtres sont autant d'images propices à la mémorisation, faciles à identifier et à repérer, dans les loci offerts par la structure de la domus.
Enfin, bien sûr, il s'agit d'une déambulation, je l'ai dit, donc il s'agit, nous dit-il, de disposer soigneusement les images. Si nous les caractérisons bien, nous nous rappellerons aisément ce que nous voudrons. Bon, il développe la Memoria Verborum, mais ça, je vais passer. Il s'interroge alors sur le choix des images les plus marquantes et cherche les raisons de leur persistance dans la mémoire, en donnant là une analyse du processus mémoriel naturel, fondé sur le principe de nouveauté. En effet, nous dit-il, il constate que les images banales, ordinaires et sans relief de la vie quotidienne ne sont pas retenues par la mémoire. A l'inverse, il observe que tout phénomène d'exception marque durablement les esprits par sa nouveauté et son outrance. Si nous voyons dans la vie courante des choses insignifiantes, dit-il, communes, habituelles, il est fréquent que nous ne les retenions pas parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau et d'étonnant qui frappe notre esprit. Mais si nous voyons, si nous entendons dire quelque chose qui se signale par sa laideur, quelque chose de bas, d'exceptionnel, de grand, d'incroyable, de drôle, généralement, nous en gardons longtemps le souvenir. Donc, il faut choisir une imago marquante. La méthode doit suivre cette loi et inventer des images à l'imitation de celles qui marquent la mémoire naturelle. Une liste d'exemples d'images originales fortement caractérisées complète cette règle, jouant sur le degré d'une qualité, la beauté, la laideur, les vêtements, les couleurs, le sang, le rouge, l'humour, le grotesque. Tous concourent par l'hyperbole et la caricature à s'inscrire plus profondément dans la mémoire. J'en viens maintenant à Cicéron. Cicéron, donc, dans De l'orateur, a déjà évoqué la mémoire dans les mêmes termes que le maître d'Hérénus, je l'ai dit, qualifiant la mémoire de thésaurus, on l'a dit, de trésor, et de custos, de gardien. Il offre à son tour une vue d'ensemble de la méthode, s'attardant peu sur les détails. Dès le livre 1, il nous parle d'une ratio locorum et simulacrum, un système d'emplacement et d'image. Il définit ainsi les deux composantes de la mémoire et leur organisation en réseau dans l'esprit de l'orateur. C'est la ratio. Ainsi, il annonce une approche très théorique, plus conceptuelle que celle du maître d'Hérénus. Il invite à pratiquer cette méthode et nous donne surtout son origine, ce que ne fait pas le maître d'Hérénus. Son origine est grecque, on l'a dit, elle a été inventée par un certain Simonide de Chéos. Et c'est l'occasion pour Cicéron de raconter l'origine merveilleuse de cet ars, une légende, nous dit-il. Alors que le poète Simonide chante, c'est un poète du VIe siècle avant Jésus-Christ, alors que le poète Simonide chante lors d'un banquet la victoire de l'athlète Scopas, celui-ci lui verse seulement la moitié du prix prévu pour son travail. Pourquoi ? Il répond de façon sarcastique à Simonide que le poème est consacré autant à l'éloge de Scopas lui-même qu'à l'éloge des dioscures, donc les dieux protecteurs. Et il l'invite donc à acquérir l'autre moitié de la somme auprès des deux frères divins. Il se moque de lui, et à ce moment précis, on annonce à Simonide qu'il est attendu à la porte par deux jeunes gens. À peine est-il sorti de la maison pour rencontrer les deux jeunes gens, que le toit s'effondre sur les convives, les tuant tous. Les deux jeunes gens, bien sûr, c'étaient Castor et Pollux. Castor et Pollux en personne qui l'ont sauvé, payant ainsi leur dette à son égard et châtiant de la même façon l'avare Scopas. Mais alors que le conte pourrait s'arrêter sur cette moralité, qui appelle l'homme à l'humilité, Cicéron le prolonge par des considérations beaucoup plus réalistes. Les corps des victimes ont été broyés par l'effondrement de la maison. Ils sont défigurés et leurs familles elles-mêmes ne peuvent les reconnaître, nous dit Cicéron. Simonide, seul convive survivant, peut les aider. En effet, il se rappelle la place, c'est-à-dire le locus, occupé par chacun sur les lits de table, et il permet ainsi leur identification et donc leur inhumation. De cette aventure, Simonide tire une mnémotechnie fondée sur le classement et sur l'organisation des souvenirs. À partir de l'association établie entre une place à table et le souvenir d'un convive, Simonide imagine une méthode reposant sur une analogie spatiale où l'esprit visualise un emplacement et une image associée, qu'il appelle soit imago, soit simulacrum, elle-même figurant le souvenir à retenir par une relation symbolique, métonymique. En multipliant le nombre d'emplacements, l'orateur multiplie aussi le nombre d'images mémorisables, et donc de souvenirs rattachés. Il s'agit de bâtir ces emplacements fictifs dans un certain ordre, ce qui permet de hiérarchiser les images et les souvenirs afférents, et donc de s'y reporter aisément, puisque l'ordre des emplacements conserve celui des images, et donc les souvenirs. Le maître d'Hérénus ne raconte pas du tout cet épisode fabuleux. Cicéron le cite pour mettre en relief l'aspect primordial de l'ars memoriae, la visualisation, qu'il va développer par la suite.
Cicéron discerne 3 effets favorables d'une bonne mémoire dans le cadre d'une plaidoirie. Voilà pourquoi, dit-il, ceux-là seuls dont la mémoire est vigoureuse savent ce qu'ils ont à dire et dans quelle mesure et en quels termes. Seuls, ils se rappellent les objections déjà réfutées et celles qui sont à réfuter encore. Seuls, ils se souviennent de ce qu'ils ont développé dans des causes antérieures et de ce qu'ils ont entendu développer à d'autres. Ainsi, la mémoire permet de retenir les informations et les réflexions relatives à la cause défendue, de garder à l'esprit les idées à développer et les mots employés dans l'ordre prévu, et de retenir surtout les paroles de l'adversaire. C'est le point de vue pragmatique de l'avocat. Il rappelle ainsi à quel point la mémoire est une condition nécessaire à l'art de bien parler et procure une plus grande clairvoyance. La mémoria fait de ses détenteurs d'heureux privilégiés. Tout orateur gagnera donc à la développer. En effet, même puissante, la mémoire naturelle ne peut ni tout retenir, ni empêcher le passage à l'écrit. Même limitée en revanche, elle peut être aidée et procurer les avantages suddits. Cicéron exhorte donc tout orateur à mettre en pratique les principes de Simonide. Enfin, il livre une explication théorique. Pour fixer un souvenir, dit-il, il faut l'associer à une perception, du moment que les sens sont considérés comme les principes les plus à même de nourrir l'esprit d'impressions durables. Parmi eux, la vue lui paraît le plus fiable, parce que le plus perçant. Dès lors, la mémorisation passe par une visualisation du souvenir, qui marquera davantage l'esprit en associant ce souvenir à une image que le concrétisera, voire l'incarnera au mieux, lui donnant une sorte de corporéité plus aisément reconnaissable qu'une idée abstraite. Il écrit « L'invisible, l'insaisissable prenant une forme, une apparence concrète, une figure, deviendrait perceptible, et ce qui échappe plus ou moins à la pensée tomberait sous la prise de la vue. D'abstraction, le souvenir devient matière visualisable, donc identifiable. C'est l'imago ou le simulacrum. » Ça nous renvoie à des débats et des polémiques sans fin à l'intérieur des ouvrages philosophiques de Cicéron concernant la fiabilité des sens. Je ne m'engagerai pas là-dedans parce que c'est beaucoup trop vaste et beaucoup trop complexe. J'y comprends rien du reste. D'abstraction, le souvenir, enfin je vous renvoie quand même aux académiques de Cicéron et qui parlent abondamment du sujet. Cicéron explique donc l'intervention du locus par la nécessité de créer un environnement dans lequel cette image prendra place et trouvera un plus haut degré encore de réalité sensible. Après avoir mis en théorie la méthode simonidienne, Cicéron en résume les mécanismes techniques de façon extrêmement rapide et lacunaire, pour ne pas dire bâclée, considérant qu'elle est déjà connue de tous. Pour ne pas m'étendre avec une insistance exagérée, dit-il, sur un sujet 1000 fois connu. En effet, aux yeux de Cicéron, tout le monde a lu le manuel de rhétorique à Irénius, ou un équivalent. Donc inutile de revenir sur des éléments strictement techniques. Il énumère ensuite, avec un certain manque d'intérêt, quelques caractéristiques importantes des lieux et des images, sans donner le moindre exemple précis, contrairement au maître d'Irénius. Comme ça, je vais passer, parce que le temps passe lui aussi. Concluant son exposé, Cicéron renouvelle son exhortation à pratiquer l'ars memoriae et use d'un argument d'autorité. Il se place sous le parrainage de 2 académiciens, 2 Grecs que nous avons déjà rencontrés, Charmadas, disciple de Carnéade, de Grèce continentale, et Métrodore de Skepsis, venu d'Asie, dont la mémoire surnaturelle, encore une divina memoria, légitime l'opinion. Ce Métrodore apparaît comme un véritable champion de l'ars memoriae. À partir, en effet, des 12 signes du zodiaque, il façonne, nous dit-on, un répertoire mnémonique de 360 emplacements pour mémoriser des mots. Ça fait une grande maison. Un historien moderne poste à analyser de la façon suivante la nature du système mnémonique de Métrodore. Il écrit « Je soupçonne Métrodore d'avoir été un spécialiste d'astrologie. Car les astrologues ne divisent pas seulement le zodiaque en 12 signes, ils le divisent aussi en 36 décans, dont chacun couvre 10 degrés. À chaque décan était associée une figure. Métrodore groupait sans doute 10 arrière-plans, des loci artificiels, derrière chaque figure du décan. Il pouvait donc obtenir une série de loci numérotés de 1 à 360, qu'il pouvait utiliser dans ses opérations. Par un calcul rapide, il était capable de retrouver chaque arrière-plan, chaque locus, par son numéro. Et il était sûr de ne pas manquer un seul arrière-plan, puisqu'ils étaient tous disposés en ordre numérique. Son système était donc tout désigné pour réaliser des exploits de mémoire impressionnants. Bon, ça signifie quand même une mémorisation particulièrement impressionnante.
On observe là donc de véritables performances de la mnémotechnie qui font encore sensation aujourd'hui. En m'intéressant au sujet, je songeais au film Les 39 marches d'Alfred Hitchcock, et vous en souvenez peut-être, il y a un espion. Cet espion, c'est Mr. Memory. Mr. Memory qui va donc retenir tous les secrets qu'il doit faire passer de l'autre côté de la frontière. Donc il a tout dans la tête, et l'homme, évidemment, est un as de la mémoire. Ça, je passe. J'ai trouvé également sur Internet une association des sports de mémoire. Alors, j'ai ici le lien. Ça fonctionne peut-être. Oui, je vous renverrai, on verra ça ensuite. Donc, une association des sports de mémoire. Il y a donc aujourd'hui encore des championnats de mémoire. À titre personnel, je n'étais pas au courant. Mais donc, là, on a encore une fois des athlètes. Cicéron conclut sur la nécessité pour l'orateur de pratiquer une telle mnémotechnie, afin de développer une capacité naturelle qui est donnée à tous et de réaliser des potentialités enfouies en chacun. Il nous dit, si la mémoire est en germe, il faut la développer. Le latin, si memoria latet eucandast, si la mémoire est cachée, est sous-jacente, eucandast, l'adjectif verbal eucanda nous dit, il faut la faire surgir, il faut la faire se lever, il faut la réveiller. Entre les deux auteurs, donc, des choix s'opèrent et distinguent deux ambitions diamétralement opposées. Là où l'auteur anonyme énonce une leçon technique avec l'application pédagogique d'un manuel scolaire, Cicéron néglige la technique pour traiter la mémoire sous un angle plus théorique. La comparaison permet, par la perception des différences, de souligner les spécificités de l'approche cicéronienne. Du reste, la dimension des deux textes est significative. La leçon de l'auteur anonyme se veut exhaustive, fournit de nombreux exemples détaillés. L'exposé de Cicéron, de l'orateur, représente moins de la moitié du texte précédent et laisse volontiers de côté les aspects techniques, ne citant aucun exemple d'emplacement d'image. Il expose avec une très grande concision la leçon du maître d'Hérénius, dont il semble avoir lu le manuel, selon notamment Michel Rambaud. Cicéron n'offre pas le moindre exemple, laissant les détails de la méthode dans le vague, pour se contenter des idées les plus générales. Pourquoi cette différence ? Le maître nous livre une leçon technique de rhétorique, illustrée de nombreux exemples précis, dont le développement est solidement charpenté. Ce caractère est patent dans la langue employée, lourdement démonstrative, qui confine parfois au jargon pédagogique, en usant de toutes les armes de la didactique, visant à ne laisser aucun aspect de la mnémonique dans l'ombre et à prouver ce fait au lecteur ou à l'élève. Ce souci d'exhaustivité et de lisibilité logique, parfois maladroit, est celui d'un professeur, tout simplement, de rhétorique. Chez Cicéron, inversement, on veut répondre point par point au rhéteur inconnu à 30 ans de distance. Les Grecs sont critiqués par le professeur d'Hérénius. Cicéron en fait des modèles. Cicéron se réfugie derrière l'autorité de Carmadas et de Métrodore de Skepsis pour justifier un emploi sans limite de la méthode. Pourquoi cet enthousiasme ? Parce que la mnémotechnie nécessaire, elle permet de réveiller une faculté, la mémoire naturelle, inscrite dans la nature des hommes et sous-dimensionnée, sous-employée. On l'a vu, il faut la réveiller, c'est une belle endormie. Il crée donc à l'individu une obligation technique, mais aussi éthique, de s'accomplir dans tous les domaines qui appartiennent en propre à l'humanité. Et cette mémoire en fait partie. Le propos de Cicéron tend à devenir universaliste. On dépasse le cadre strictement rhétorique. Là où l'auteur anonyme d'un manuel voyait une simple ars scolaire, Cicéron a défini une ratio universelle, susceptible de favoriser la réalisation de la nature humaine de chacun. C'est presque un ouvrage de développement personnel. Le rhéteur commençait en s'imposant des limites. Cicéron finit par une exhortation à les outrepasser, à faire voler en éclats le cadre trop étroit d'une rhétorique technicienne. Alors cet attrait pour la mémoire, donc pour la mnémotechnie, le développement de la mémoire, il est lié au fait que cette mémoire a des implications politiques. Et ce sera donc ma deuxième grande partie. En effet, l'orateur est l'homme de la mémoire, et il est destiné à devenir le dirigeant idéal, selon Cicéron, qui se révèle particulièrement attaché à cette faculté. Devenu homme d'État, alors que la République romaine traverse une crise dont elle ne se remettra pas, il est consul en 63 avant Jésus-Christ, il est confronté aux actions insurrectionnelles d'hommes ambitieux qui déstabilisent les organes de la cité et semblent vouloir contester les institutions au point de les faire disparaître. Il leur reproche de transgresser, voire d'anéantir la mémoire de Rome. La connaissance et le respect de l'histoire de la cité étant conçus comme un élément de stabilité et de continuité.
ce que d'aucuns aujourd'hui appelleraient, selon une expression à la mode, le roman national. Un terme latin permet de les désigner de façon efficace. Ces destructeurs de mémoire, ce sont tous des immemores, des sans-mémoire, des oublieux. Ils ont pour nom Verrès, Catilina, Pison, Claudius, Marc-Antoine. Nous allons lire ensemble quelques textes qui leur sont consacrés et nous évoquerons chaque fois les circonstances dans lesquelles ces discours ont été prononcés. Les immemores sont qualifiés de ce vocable tous ceux qui paraissent vouloir faire table rase du passé au profit d'un nouveau régime, non plus républicain, mais d'essence monarchique ou tyrannique. Ainsi, ces immemores, le premier d'entre eux, c'est Verrès. Alors, je rappelle que Verrès est gouverneur de la province de Sicile entre 73 et 70. Il pille sa province, ce qui ne choque personne à l'époque, puisque tous les gouverneurs romains pillent leur province. Toutefois, les cités grecques de Sicile sont mécontentes et elles font appel au service de Cicéron, orateur reconnu, pour les défendre au tribunal à Rome. De ce fait, Cicéron traîne Verrès en justice et il va ensuite publier le discours prononcé. Ce discours, c'est le contre Verrès, appelé également les Vérines. Dans l'un de ces discours contre Verrès, l'impiété de Verrès se manifeste lorsqu'il enlève à Ségeste une statue de Diane vénérée par les habitants. D'autant plus que certains ont encore en mémoire le retour de cette statue qui avait été volée par les Carthaginois et rapportée par des Romains victorieux. La mémoire des Ségestins est le gage de leur piété, du respect des dieux et de leurs racines. Verrès, lui, détruit cette mémoire et s'attaque aux dieux. Il oppose la mémoire respectueuse et pieuse des Ségestins à sa négation impie par Verrès. Son sacrilège est redoublé par le fait que la statue avait été rapportée de Carthage, donc par un Romain, Scipion, un héros romain, et que le socle désormais nu porte accusateur le nom de ce dernier. En enlevant la statue, Verrès bafoue aussi la mémoire romaine liée aux guerres puniques. Voici ce qu'il écrit. « Une fois ton crime commis, le socle seul restant et portant gravé le nom de Scipion l'Africain, tous jugeaient indigne et intolérable que des objets sacrés eussent été outragés, et de plus qu'un Caius Verrès eût anéanti la gloire des exploits de Scipion l'Africain, ce très vaillant héros, le souvenir de son mérite, les monuments de sa victoire. Par conséquent, Verrès, naïf, trouve une solution. Faire disparaître le socle en tant que preuve, pour qu'on oublie l'affaire. Donc, par cette gracieuseté, nous dit Cicéron, de ta part, comme tu le proclames, par ce trafic et par ce pot de vin, comme les faits le prouvent, tu as amoindri la majesté du peuple romain, amoindri les forces auxiliaires de l'État, amoindri les ressources acquises par le courage et la prévoyance de nos ancêtres. Tu as aboli les droits de la domination romaine, la condition des alliés, la mémoire du traité. En effet, donc, en faisant disparaître ce socle, il fait disparaître, une marque de la domination romaine sur la Sicile. C'est une forme de cancel culture avant l'heure. Après les dieux et l'histoire, voilà qu'il s'attaque à la mémoire du héros et à la mémoire romaine. Il bouleverse les traités conclus par Rome avec les différentes cités grecques, en accordant à la première, donc à ces cités, donc je passe sur le contenu des traités. Par cette action, il trahit la fides, l'engagement qui unit les peuples entre eux, qui fonde leur concorde, et il nuit à Rome, comme le souligne donc cette accumulation de graves conséquences. En détruisant ce socle et cette statue, il détruit, c'est le mot important à la fin de cette citation, la mémoire du traité. Memoria foederis. Verrès réduit ainsi la majestase du peuple romain et lui fait perdre ses privilèges. Ainsi, en saccageant la mémoire, Verrès bafoue les valeurs les plus sacrées. La pietas à l'égard des... Ça marche. La fides envers les nations alliées. La dignitas d'un nom et la gratia qui unit les citoyens. Ce travail de sape contre la mémoire, présenté comme un trait constant de la personnalité de Verrès, d'un bout à l'autre des Vérines, est l'élément central qui justifie sa condamnation. Plus que son avidité, ce sont finalement ses atteintes à la mémoire qui lui sont reprochées. Manifestement, la question de la mémoire, de sa préservation et des attaques qu'elle subit devient réellement importante pour la première fois d'un point de vue idéologique à partir de ses discours contre Verrès. Nous sommes donc en 70 avant Jésus-Christ. Les griefs de Cicéron se ramènent à un seul, celui d'une mémoire assassinée par un amnésique volontaire, et en cela immorale, donc condamnable. La victime suivante de Cicéron s'appelle Pison.
Pison est consul en 58. 58 est une année importante pour Cicéron parce que c'est l'année pendant laquelle il est exilé de Rome. Il se retrouve donc loin du monde, en Grèce. Donc il tient le consul Pison pour l'un des coupables dans cette affaire. Pison, nous dit-il, déshonore sa famille dans un discours de 55, la gens Calpurnia, et se montre indigne de la mémoire familiale qu'on lui a léguée, censée remonter jusqu'à un lointain ancêtre paternel, le roi Numa. Ainsi, voici comment il le traite. Ô ténèbres, boue, ordure, toi qui oublies la famille de ton père et te souviens à peine de celle de ta mère. Cette longue apostrophe accumulative, injurieuse, se termine sur la raison du mépris scandalisé de Cicéron, l'oubli de la mémoire familiale chez Pison, d'autant plus complet qu'il concerne les deux branches, paternelle et maternelle. Victime suivante, Dolabella. Dolabella, c'est un personnage que Cicéron connaît bien, car c'est son gendre. Et c'est son gendre, mais il trahit la cause aux yeux du beau-père, puisque Dolabella deviendra complice de Marc-Antoine. Marc-Antoine qui va devenir le dernier ennemi juré de Cicéron. Il a beaucoup d'ennemis jurés dans sa révolte contre la République. Cicéron, en effet, dénonce le comportement de Dolabella, devenu meurtrier. En effet, il assassine le gouverneur d'Asie, Trébonius, et il fustige sa bestialité. En effet, il ne s'est pas contenté de le supplicier, mais il s'est montré, nous dit-il, si oublieux des sentiments humains, bien qu'il n'en ait jamais eu aucune part, qu'il a exercé son insatiable cruauté non seulement sur un vivant, mais aussi sur un mort, et qu'en lacérant et maltraitant ce corps sans pouvoir rassasier son âme, il a repu ses yeux. Donc, après les tortures infligées aux vivants, la mutilation du corps. Et l'expression choisie, oublieux des sentiments humains, c'est immemor humanitatis. Il ne connaît plus son humanité. Dolabella perd sa conscience morale, sa qualité d'être humain, à laquelle se substitue le vice symétrique, la cruauté, développée dans la description du cadavre mutilé. L'absence de mémoire révèle dès lors l'inhumanitas. Dolabella n'appartient plus au règne humain, plus que jamais. Le mot memoria semble recouvrir la notion de conscience. Immemor peut dès lors traduire l'inconscience. En niant la memoria familiale, la memoria nationale ou la memoria humanitatis, de tels individus transgressent les valeurs morales fondamentales, dignitas, fides, humanitas. Ils se présentent comme des révolutionnaires dangereux aux yeux de Cicéron, prêts à renverser l'État au profit de leurs ambitions personnelles. Le plus terrible d'entre eux, c'est Claudius. Claudius, là encore, il faut le rappeler, est un personnage à part, que Cicéron déteste également. En effet, Claudius est celui qui fait passer une loi en 58, il est alors tribun de la plèbe, c'est une loi qui va provoquer l'exil de Cicéron. Claudius ne se contente pas de l'exil de son ennemi. En effet, une fois celui-ci parti au loin, il confisque sa maison, la pille, puis l'incendie, puis la rase, avant de reconstruire sur le terrain nu un temple dédié à la déesse Liberté, consacré, de façon, pense-t-il, à ce que jamais Cicéron ne puisse récupérer son bien. Donc ça, c'est de la haine, une haine à mort. En Claudius, Cicéron voit la personnification la plus forte de cette agression idéologique contre la mémoire de Rome. En effet, dans sa lutte à mort contre le tribun, il relève, outre la destruction de sa maison, la destruction voulue, calculée des archives publiques, désignées par l'expression memoria publica, exécuté par un affranchi de Publius Claudius, son lieutenant Sextus Claudius. L'identité est un peu incertaine. Voici ce qu'il nous en dit. Sextus Claudius, qui de ses propres mains brûla les temples saints, les registres des censeurs du peuple romain, les archives officielles, oui, un homme sans patrimoine, sans foi, sans espérance, sans domicile, sans ressources, dont la bouche, la langue, la main, la vie tout entière ne sont que souillure, un homme qui renversa le monument de Catullus, détruisit ma propre maison, nous dit voilà, et incendia celle de mon frère. Dans cette accumulation, la destruction de la mémoire collective semble inhérente à la condition d'ennemi de la République, puisque la même faction a pu détruire le portique de Catullus, un monument dédié à une victoire romaine, et le temple des nymphes, situé sur le champ de Mars, qui contient les registres du sens. Une autre allusion à cet événement, à la mort de Publius Claudius, vient éclairer les intentions de ce dernier, lorsque Cicéron défend en 52 le meurtrier de Claudius, son ami Milon.
Un homme pour qui rien n'a jamais été sacré dans ses crimes et ses débauches. Un homme qui a brûlé le temple des nymphes pour anéantir les documents officiels du sens consignés dans les registres publics. De cette façon, Sextus Claudius fait disparaître la trace des falsifications des listes sensoriales, selon Claude Nicolet. Alors, falsification des listes sensoriales, c'est-à-dire falsification des listes électorales. Il s'agit de tricherie électorale. Il efface la mémoire, donc il avait truqué les listes et préfère les détruire pour éviter qu'on trouve des preuves contre lui. Il efface la mémoire démographique et civique de Rome et dévoile la menace que font peser ainsi les sans-mémoire sur la pérennité romaine. Il se révèle désireux et capable de détruire Rome en effaçant sa mémoire, donc son histoire. Il s'agit donc de détruire Rome en commençant par effacer sa mémoire. Face à ces immemores, fort heureusement, nous dit Cicéron, il y a les autres, les mémores, dont il fait partie. Cette continuité historique en péril doit en principe être assurée par les premiers des mémores, les dépositaires de la mémoire, c'est-à-dire les héritiers des familles aristocratiques à l'œuvre à Rome depuis ses origines, porteurs de traditions ancestrales. Ainsi, Cicéron loue les hommes de la jeune génération qui se situent dans le prolongement de la mémoire familiale et qui savent s'en montrer dignes en égalant, voire en dépassant les exploits de leurs ancêtres. Ainsi, Decimus Brutus, voici son éloge. « Ô citoyen né pour le bien de la patrie, qui se souvient du nom qu'il porte et suit l'exemple de ses aïeux ?» C'est l'antithèse du Pison que nous évoquions tout à l'heure. Alors, il loue Decimus Brutus, qui s'oppose à Marc-Antoine au moment où celui-ci donc déclare la guerre à Rome. Néanmoins, ces héritiers ne sont pas toujours à la hauteur de leurs ancêtres et se révèlent prêts à trahir le passé romain. Ainsi, nous avons évoqué l'action destructrice de Vérès, qui effaçait le souvenir de Scipion. Or, le défenseur de Vérès durant ce procès s'appelle Publius Scipion Nasica, et c'est un lointain descendant du héros romain dont Vérès a effacé le souvenir. Le vice de Vérès amène donc son défenseur à trahir la mémoire ancestrale en soutenant celui qui a détruit ce monument, alors qu'on attend de tout patricien qu'il défende cet héritage familial. Alors que, d'après la coutume transmise par nos pères, chacun défend les monuments de ses ancêtres, dit Cicéron, dans les Vérines, en ne permettant même pas qu'ils soient embellis au nom d'autres personnages, iras-tu soutenir celui qui, non content de déprécier quelque partie du monument de Scipion, l'a renversé et détruit de fond en comble ? Renoncer à la mémoire familiale, c'est déroger à une règle imposée par la coutume des anciens, le mos maiorum, auquel le culte de la mémoire s'intègre. C'est fuir ses obligations, se montrer indigne de ses ancêtres, bref, détruire un patrimoine. Cicéron le confirme dans une question oratoire angoissée, demandant qui peut protéger la mémoire de Scipion désormais. Qui donc, par les dieux immortels, protégera la mémoire de Publius Scipion disparu? Qui conservera les monuments attestant son mérite si tu les négliges et abandonnes, si après avoir souffert le vol, tu défends le voleur et le profanateur? Vous vous doutez que Cicéron propose une réponse. Si la noblesse privée de mémoire est défaillante, il envisage une renovatio memoriae, littéralement un renouvellement de mémoire, assuré par des individus étrangers à l'aristocratie, des individus sans ancêtres, ceux qu'il désigne comme des homines novi, c'est-à-dire des hommes nouveaux. Il se trouve que Cicéron juge en être le meilleur représentant. Voici ce qu'il nous dit. « Je prendrai ta place et ta fonction. Je me chargerai d'un rôle que je ne croyais pas me revenir. Et après cela, que notre brillante noblesse cesse de déplorer que le peuple romain confie et toujours est confié volontiers les honneurs à des hommes nouveaux pleins d'activité. » Puis il réclame le retour du socle disparu, contribuant ainsi à la préservation de la mémoire de Scipion et se substituant à son descendant immémore. Contre le sans-mémoire qui revendique l'abandon du passé se dresse donc l'homo novus Cicéron, qui suit le parcours opposé et qui, de sans-mémoire, rêve de se constituer une mémoire familiale. Cicéron est fier du nom qu'il lèguera à son fils, et plus largement fier d'intégrer la mémoire collective. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que de voir ainsi l'homo novus conservateur, dans son rêve d'intégration à l'histoire romaine, s'opposer à l'aristocrate sans mémoire et révolutionnaire. Qui, mieux qu'un homo novus, pourrait renovare, donc memoriam, rénover la mémoire? C'est l'espoir orgueilleux caressé par Cicéron lui-même. Il garantit à son fils, dans une lettre adressée à l'un de ses amis, un héritage suffisant, nous dit-il.
À mon fils, pour lequel je constate avec joie ton affection, je laisserai, s'il subsiste une forme de république, un patrimoine assez considérable dans le souvenir de mon nom. Memoria nominis, voilà le legs de Cicéron. Il veut s'inscrire dans cette continuité historique romaine, celle d'une mémoire qui appartient à l'ensemble des citoyens. La mémoire apparaît donc comme la garantie d'une existence pleine, digne de ce nom, reconnue à l'intérieur de la cité par les souvenirs perpétués. Quand Cicéron vante l'immortalité acquise dans la mémoire de la postérité, nous croyons qu'il ne s'agit pas là d'un simple thème étudié de glorioles faciles ou de flagornerie, mais d'une donnée vitale à deux points de vue. En effet, sa philosophie politique exige le culte de la mémoire des grands hommes, exemplaire et stimulant, seule récompense capable, par sa promesse d'immortalité, de conférer à leurs émules une gloire éternelle, qui dépassera leur vie terrestre, et donc qui les galvanisera. En outre, vitale, cette mémoire l'est aussi pour répondre aux angoisses existentielles de Cicéron. Être effacé de la mémoire des hommes dans l'exil ou dans la damnatio memoriae, c'est-à-dire le châtiment de mémoire, c'est disparaître. Retrouver une place en son sein, c'est au contraire accéder à la véritable existence. En effet, la mémoire collective, en enregistrant les actes accomplis par l'individu, authentifie leur réalité et par conséquent celle de leur auteur. La grande peur de Cicéron semble être exclue de la dite communauté, et donc réduite à l'oubli. Seule la mémoire collective lui permet d'échapper au non-être qu'il a connu pendant 1 an et demi, pendant son exil en Grèce. C'est ce qui explique donc son attachement à la récupération de son terrain. On a dit que sa maison avait été rasée, suite à l'intervention de Claudius. Mais à son retour, en septembre 57, un procès a lieu pour récupérer cette maison. Le discours s'appelle tout simplement « Sur sa maison ». Et devant le collège des pontifes, il souhaite annuler l'action de Claudius et récupérer les biens spoliés. En effet, il contribuera ainsi à rétablir sa propre mémoire, souillée par l'action destructrice de ses adversaires, qui visent à l'anéantir, à le faire sombrer dans l'oubli. Cette possible exclusion hors du champ de la mémoire, donc de la cité, Cicéron ne l'envisage qu'avec répulsion. Il veut récupérer le terrain où se trouvait sa maison. La consécration de la maison, du temple bâti par Claudius, si cette consécration est maintenue par les pontifes, c'est-à-dire si le terrain ne lui est pas rendu, restera comme un monument infamant pour la mémoire de Cicéron. Si au contraire ma maison, au lieu de m'être rendue, offre à mon adversaire le témoignage de ma douleur, de son crime et du malheur public, qui pourrait voir là un retour d'exil plutôt qu'un châtiment éternel? C'est la postérité qu'envisage Cicéron avec l'expression « poenam sempiternam », punition éternelle. L'effet positif de son rappel d'exil semble annulé par cette marque d'infamie sur sa mémoire définitivement maculée, comme le révèle l'adjectif sempiternam. La perte de sa maison est ressentie par l'exilé comme un châtiment de mémoire. C'est une peine tournée vers l'avenir, vers la mémoire des générations futures, mémoire marquée d'une tache indélébile. Cette damnatio memoriae est le négatif exact du souvenir glorieux qui récompense le citoyen méritant. Car la destruction de la maison est le châtiment réservé aux traîtres qui ont voulu régner à Rome, devenir des tyrans. Leur mémoire est effacée et seul reste le souvenir de leur punition exemplaire. C'est le cas par exemple d'un certain Marcus Vaccus, dont la maison fut confisquée et abattue. On désigne désormais le terrain sous le nom des prés de Vaccus. Voilà tout ce qui reste de ce Vaccus, apprenti tyran, donc romain. Rendre le terrain à Cicéron, c'est donc laver sa mémoire d'une souillure provoquée par la stratégie de Claudius, qu'il a consacrée à la déesse Libertas, pour empêcher précisément cette restitution. Ainsi, la mémoire est un moyen de récompenser les mémores. Cicéron va mettre en pratique cette récompense en évoquant une réunion au temple de la Concorde. Une réunion des sénateurs qui implorait en 58 le consul d'interdire la proposition de loi de Claudius et d'empêcher son exil. Le temple de la Concorde n'était pas choisi de façon anodine. En effet, c'est au même endroit que, le 3 décembre 63, Cicéron avait réuni le Sénat pour lui annoncer l'arrestation des complices de Catilina, qui fomentait un coup d'État. La séance fut racontée au peuple le soir même, dans un discours qui deviendra une catilinaire. Ce lieu, donc ce locus, temple de la Concorde, est directement lié au consulat de 63 et associe ainsi la mémoire nationale d'un côté et le souvenir personnel de Cicéron de l'autre.
À la même heure, le Sénat, dit-il, tenait séance au temple de la Concorde, dans cette enceinte, qui rappelait précisément le souvenir de mon consulat. Nous retrouvons ici, en fait, un élément caractéristique de l'ars memoriae que nous avons évoqué plus haut, dans le De Oratore de Cicéron, le lieu de mémoire, locus. Voici un exemple caractéristique d'un locus réel, support matériel d'une imago, c'est-à-dire le discours prononcé par Cicéron contre Catilina en 63, représentatif d'une idée. Donc ce consulat est la victoire de Cicéron. Les sénateurs qui se réunissent en 58 pour demander, pour implorer le consul de laisser Cicéron à Rome, donc ne pouvaient choisir de meilleur endroit, car cet endroit est évocateur, tout simplement, du souvenir de Cicéron. Dans un souvenir donc partagé. La consécration du temple à la Concordia enrichit le locus d'une deuxième signification. C'est le lieu de la victoire du consul, c'est aussi un lieu supposé réveiller l'union sacrée des concitoyens, la Concordia, pour empêcher donc son exil en 58. Ainsi, la Memoria Consulatus Mei, la mémoire de mon consulat, soutenue par ce locus fédérateur, doit susciter l'union de tous les hommes de bien en faveur de Cicéron. Cet usage tactique du lieu de mémoire est révélateur de la conception de la mémoire collective chez Cicéron. En associant le souvenir de son consulat à ce lieu public et symbolique de l'unité romaine, il lie son destin à celui de Rome et fond la mémoire de sa personne dans celle plus vaste de la communauté romaine, matérialisée par ses monuments. C'est la mémoire collective qui permet la fusion de l'individu et de l'entité romaine. Il applique cette doctrine à ses alliés romains, républicains. Par exemple, Sulpicius Rufus. Alors j'ai avancé un peu, parce que le temps va nous manquer. Ainsi, dans les Philippiques, alors il faut dire un mot des Philippiques. Les Philippiques sont les discours prononcés en 44 et 43, il nous en reste 14, des discours prononcés par Cicéron contre Marc-Antoine. C'est une série de discours au long cours, donc ça va s'étendre sur plusieurs mois, et ça va laisser un portrait absolument désastreux de Marc-Antoine. Et à travers cette série de discours, Cicéron, en gros, va compter les amis et les ennemis. Les ennemis, ce sont les complices de Marc-Antoine, les amis, évidemment, des alliés politiques. Parmi eux, Sulpicius Rufus. Donc, Cicéron fait son éloge funèbre, car il est mort alors qu'il était envoyé en députation auprès d'Antoine pour ramener la paix civile. Et il appelle de ses voeux un monument commémoratif, comme une statue, et considère que les qualités de Sulpicius suffisent même à faire naître le souvenir de ses actes et constituent en elles-mêmes des monuments. Je passe sur la citation, il faut que j'avance. Ces nombreuses vertus accumulées constituent aux yeux de la postérité autant de vestiges qui garantissent la mémoire de Sulpicius, au même titre que les monuments qu'on peut lui élever. Je vais passer sur la référence suivante, il s'agit de Milon. Donc je passe sur Milon. J'en viens maintenant, toujours dans les Philippiques, aux héros de la guerre de Modène. La mémoire est une obligation pour la cité dans la mesure où elle constitue la gratification qui récompense les citoyens, qui les incite à accomplir leurs devoirs envers la République. Cette réflexion est développée dans la dernière Philippique connue. Cicéron la prononce le 21 avril 43 devant le Sénat, réuni au temple de Jupiter. La veille, il a été ramené triomphalement de sa maison jusqu'au Capitole, car une première victoire vient d'être remportée contre les troupes d'Antoine, donc qui a commencé une guerre contre Rome, à Modène. C'est la guerre de Modène, donc au printemps 43. Cicéron réclame la poursuite de la lutte et surtout une récompense honorifique pour les héros qui ont contribué à défaire l'ennemi au prix de leur vie pour un bon nombre, notamment les consuls Hirtius et Pansa qui ont été tués. Cette récompense témoigne de la reconnaissance de Rome, garantie par la mémoire collective. En conséquence, le consulaire propose d'élever un monument aux soldats méritants morts pour la patrie. Ceux-ci ont sacrifié leur vie terrestre en échange d'une gloire supérieure, éternelle. C'est l'application directe d'un principe énoncé dans le De Republica, un ouvrage de philosophie politique de Cicéron. Il faut nourrir les héros de gloire. Ainsi écrit-il, « Brève est la vie que nous a donnée la nature. Le souvenir d'une vie noblement rendue est éternel. S'il n'était pas plus long que cette vie, qui serait assez dément pour s'efforcer d'atteindre, au prix des plus grands labeurs et périls, le fait de l'honneur et de la gloire ?» Le souvenir de cette mort au service de la cité garantit une reconnaissance durable. Un monument doit donc marquer cette reconnaissance dans le temps et la transmettre à la postérité pour l'éternité.
Il consiste en un autel dédié à la bravoure, une ara virtutis, qui unit dans la mort tous les soldats tués au service de Rome et les intègre dans la mémoire collective, pour l'éternité, ad memoriam aeternitatis. Et que ceci écrit-il... non, ça c'est la consolation. Alors, je me perds. Oui. Donc, et que ceux-ci, loin de rester sans sépulture et à l'abandon, ou d'être incinérés sur des bûchers épars dans d'humbles funérailles, reposent à l'abri, par les soins et aux frais de l'État, dans un édifice qui restera jusqu'au souvenir de l'éternité, l'autel du mérite, Ara Virtutis. Cet autel est conçu comme une consolation pour les familles. C'est l'extrait donc, que j'affiche à l'écran. Cette consolation consiste en une dilution du souvenir individuel à l'intérieur de la mémoire collective. Le souvenir du sacrifice des soldats est immortalisé dans l'histoire de Rome par l'autel de la Virtus parce qu'ils sauvent eux-mêmes la mémoire collective, le nomen populi romani qu'Antoine veut détruire. Les termes aeternitas, posteritas, sempiternus qui accompagnent Memoria en abondance dans ses discours, donc, montrent bien qu'on se destine à la mémoire des générations futures pour une durée infinie. C'est ainsi qu'il conclut cette dernière philippique par une proposition de décret du Sénat concernant la construction de cet autel destiné à la mémoire éternelle de la postérité. Le Senatus Consulte manifeste donc une prise de conscience publique de ce sacrifice. Le monument construit, collectif, abritant le souvenir d'une foule anonyme, apparaît comme la quintessence de cette mémoire, un lieu de mémoire où se font toutes les mémoires individuelles qui viennent enrichir l'histoire héroïque de Rome, par l'assurance que la postérité en gardera le souvenir. Le Sénat vote cette mesure. Un tombeau national doit être construit pour les morts, des récompenses pour les proches et 50 jours de supplication pour les 3 généraux donc, qui ont gagné cette guerre, provisoirement. Il affiche ainsi sa confiance dans la proposition cicéronienne et dans l'éternité romaine. L'appel à la mémoire affirme donc la solidarité des contemporains de Cicéron, non seulement avec leurs ancêtres, mais aussi avec la postérité, et confirme ainsi la continuité de l'histoire romaine. Alors, cette Ara Virtutis a été votée, mais elle n'a pas été construite. Probablement parce que la suite des événements ne l'a pas permis. En effet, cette guerre a été provisoirement gagnée, mais Marc-Antoine va renverser la vapeur et les républicains seront défaits. Toutefois, nous avons un exemple qui nous permet peut-être de visualiser le monument. C'est une autre Ara, c'est l'Arapakis, bâti par Auguste, sur ordre d'Auguste, donc entre 13 et 9 avant Jésus-Christ. Cet hôtel de la paix, donc, que vous pouvez encore aujourd'hui observer à Rome, bâti pour commémorer la paix ramenée par Auguste après ses campagnes en Espagne. On peut donc imaginer un monument probablement un peu équivalent, une ara importante en tout cas, une ara virtutis, c'est-à-dire un hôtel du courage, donc du courage à la guerre. C'est quand même l'antithèse de cet Arapakis au demeurant. Donc la mémoire apparaît au cœur des luttes politiques poursuivies par Cicéron, qui voit agoniser la République romaine. On peut parler avec lui de politique mémorielle. Alors, c'est bien de récompenser les mémores, mais vous vous en doutez, il faut aussi châtier les immémores. Tous ces immémores sont conçus comme destructeurs pour la mémoire collective romaine, désireux d'instituer un pouvoir fort, personnel, oublieux du pouvoir partagé de la République. Cette logique d'effacement est partout à l'œuvre, dans l'oubli des traditions, des institutions, des ancêtres, des héros, des engagements, au profit de l'émergence d'une individualité forte, apparemment venue de nulle part, forgée par elle-même. Ce sont tous les individus dont nous avons parlé. En rétorsion, Cicéron montre que la mémoire est une arme contre les immémores, flétrissure de la mémoire. Les sans-mémoires sont punis de leur transgression par la même mémoire collective qu'ils veulent détruire par un principe de réciprocité. Pour Cicéron, la mémoire se défend elle-même contre les immémores. Je citerai de nouveau le cas de... Catilina, je passe. Le cas de Pison. Cicéron énonce les faits qui justifient une damnatio memoriae de Pison. Donc je vous rappelle qu'il lui en veut parce que Pison a laissé faire l'exil de Cicéron. Tout d'abord, Pison, proconsul de Macédoine en 57, a érigé sur place des trophées
en son honneur, forme d'auto-célébration destinée à remplacer le triomphe qu'il n'obtiendra pas à Rome, selon Cicéron. Pourquoi? Parce qu'il a échoué militairement. Il constitue donc, ces monuments, un anti-monumentum, un monument de mensonge, de fausseté célébrant une mémoire souillée, celle d'un général dont l'action militaire a échoué. Ces monuments, écrit-il, dont toutes les nations ont voulu faire des symboles durables de gloire et de victoire, notre général à rebours les a dressés pour être le témoignage sinistre de villes perdues, de légions massacrées, d'une province dépouillée de sa garnison et de ses autres troupes, au déshonneur éternel de sa propre race et de son propre nom. En prétendant pérenniser le souvenir de son action, Pison ne parvient qu'à pervertir sa mémoire familiale et à laisser à la postérité un nom éternellement déshonoré. Du point de vue des générations futures s'opère alors une damnatio memoriae qui atteint la dignité de Pison et interrompt sa continuité familiale. Mais inutile d'attendre la postérité. Ses propres soldats, excédés par leur général, après avoir brûlé sa résidence à Dyrrachium, renversent la statue à son effigie. Alors les soldats, s'en prenant à une statue fort ressemblante de Pison, qu'il avait fait élever dans l'endroit le plus fréquenté de la ville, pour que ne mourût pas la mémoire d'un personnage si charmant, ils l'abattent, la brisent, la mutilent, la mettent en pièces. L'assaut est clairement mené, ici, contre la prétention de Pison à la mémoire, mise à bas en même temps que la statue, monument qui traduisait son espoir arrogant de la perpétuer. Quel meilleur châtiment donc que cette mise en pièces, qui doit le punir par là où il a péché, et interdire la transmission de son souvenir à la postérité. Cicéron, voilà le châtiment ultime des forfaits les plus odieux. Il étend enfin cette haine des soldats à l'assemblée des citoyens romains, promettant à Pison un oubli général de son consulat. Je ne l'ai pas noté. Tous prient, écrit-il, que les dieux éloignent de l'État le souvenir de ton consulat, tes actes, tes façons, ton visage, enfin, et ton nom. Il s'agit de tuer Pison politiquement, par l'oubli. Effacer son souvenir de la mémoire collective, c'est le priver d'existence civique, c'est l'empêcher de s'insérer dans le fil de l'histoire romaine. Bref, c'est l'exclure de façon définitive du monde des hommes. S'il existe un droit à la mémoire pour les citoyens romains méritants, une interdiction de mémoire se trouve justifiée aux yeux de Cicéron pour punir ceux qui ont oublié leur patrie, attaquer la mémoire collective au profit de leurs ambitions personnelles. La globalité de l'existence de Pison est vouée aux gémonies, à commencer par sa vie publique. La memoria consulatus sui, la mémoire de son consulat, balayée de la mémoire de la collectivité. Dernière victime de Cicéron, Antoine. Cicéron le rend responsable du déclenchement de la guerre civile. En effet, rappelez-vous, César va prendre prétexte, donc en 49, du fait que son tribun de la plèbe, présent à Rome, Marc-Antoine, est menacé, inquiété par des sénateurs pour marcher sur Rome. Ainsi, Marc-Antoine, aux yeux de Cicéron, est le déclencheur de la mise en action de l'armée de César, et donc de la guerre civile. Voici ce qu'il lui dit dans la deuxième Philippique. « Que je te plains si tu comprends, et plus encore si tu ne comprends pas, que l'histoire enregistre, que la mémoire conserve, que pendant tous les siècles à venir, la postérité n'oubliera pas que les consuls furent chassés d'Italie, et avec eux Cnéus Pompée, qui fut l'honneur et le flambeau de l'empire du peuple romain. Tous les consulaires à qui leur santé permit de s'associer à ce désastre, à cette fuite, les prêteurs, les anciens prêteurs, les tribuns de la plèbe, la plus grande partie du Sénat, toute la jeune génération, en un mot, la République, fut expulsée et proscrite de ses foyers. En effet, l'ensemble des magistrats romains quitta Rome sous la pression de César, qui arrivait avec ses troupes. Donc, l'origine de ce désastre, c'est Marc-Antoine. La longue accumulation des catégories de citoyens chassés de Rome par la faute d'Antoine et réunis sous la bannière de Pompée traduit l'ampleur de la catastrophe. En provoquant la fuite des magistrats, Antoine a en fait vidé Rome de sa substance. Il perpètre un crime contre la mémoire de Rome, crime qui lui fait perdre son unité. Il devient chez Cicéron le destructeur de la République parce qu'il anéantit à la fois ses institutions et son corps social, et aliène la République à elle-même. Par sa faute, Rome n'est plus dans Rome. Pour cette raison, il mérite de voir son nom définitivement déshonoré dans la mémoire de la postérité par une historiographie à laquelle Cicéron compte bien contribuer.
À Marc-Antoine, en effet, Cicéron promet une mémoire éternelle d'infamie peu enviable, selon le schéma inverse de celui qu'il propose aux héros qui ont œuvré pour Rome. Si le nom d'Antoine passe à la postérité, c'est non comme un sauveur, mais comme ennemi et destructeur de la République. C'est la mémoire universelle des hommes, l'histoire, qui doit entériner le discrédit d'Antoine. L'éternité du souvenir qu'il laissera va au rebours de la doctrine cicéronienne. La mémoire de la postérité doit perpétuer la gloire du héros. Dans le cas d'Antoine, elle entérine au contraire son ignominie. Elle promet que personne n'oubliera le crime commis contre Rome. Toutes les agressions perpétrées contre les institutions sont ainsi désignées à la vindicte de la mémoire. La République doit se défendre et châtier en fondant une anti-mémoire par cette damnatio memoriae et livrer à la postérité un souvenir dégradant qui les exclut définitivement. Ainsi, l'orateur, après avoir subi les outrages d'Antoine, car Antoine répond, nous n'avons pas ses discours, hélas, il prend l'engagement de le discréditer dans la mémoire éternelle des hommes, en révélant simplement la vérité à son sujet. Dans l'une de ses dernières philippiques, pardon, oui, ça, je suis désolé, il y a une partie qui n'apparaît pas, donc je vais vous le lire. Il continue, c'est en bas de la page, il continue contre moi ses injures, comme si les premières lui avaient si bien réussi. Mais moi, dit Cicéron, je le stigmatiserai en le marquant des injures les plus véridiques, et je le livrerai ainsi au souvenir éternel de l'humanité. Encore la Memoria Sempiterna. Pierre Grimal constate avec Plutarque que cette promesse se vérifie après la défaite d'Antoine à Actium, bien plus tard, en 31, puisque, nous dit-il, les statues d'Antoine, élevées au Forum et ailleurs, furent abattues, les honneurs qui lui avaient été conférés annulés, et que l'on décréta qu'à l'avenir, aucun Antonius ne pourrait recevoir le prénom de Marcus, pour éviter de pérenniser le souvenir infamant du personnage. Ainsi, nous avons pu observer la place de l'ars memoriae dans la formation de l'orateur à Rome. Elle valorise une faculté essentielle à la qualité de l'éloquence. Toutefois, on constate des différences de sensibilité entre un professeur, on l'a dit, féru de technique, et un Cicéron soucieux de porter à son plus haut degré d'accomplissement une qualité indispensable à un dirigeant responsable. Car nous l'avons vu, la mémoire est un enjeu de la lutte que se livrent les conservateurs républicains, comme Cicéron, et les révolutionnaires de tous ordres, qui enchaînent les coups de force pendant 20 ans, en gros entre 63 et 43. Cicéron caractérise les deux camps en présence selon leur intérêt pour la mémoire romaine, entre memores, nous l'avons dit, et immemores. L'équilibre des forces en présence varie. Si Cicéron parvient à réprimer la conjuration de Catilina en 63, il voit le conflit autour de la mémoire se radicaliser. Les forces révolutionnaires s'accroître, le nombre d'immemores augmenter, malgré le développement d'une politique que je qualifierais donc de mémorielle, avant son échec final. Échec en effet, puisque Cicéron tombe finalement face aux menées des immemores, surpris par celui qu'il n'a pas vu venir, Octavien, le petit-neveu de Jules César, adopté à titre posthume par le dictateur. Il le croit fidèle à la cause républicaine et le soutient contre Marc-Antoine alors que le jeune homme le trahit au profit d'une alliance avec ce dernier, qui le livre à ses assassins. Il est abattu sous leur coup le 7 décembre 43. Ses assassins, sur ordre de Marc-Antoine, lui coupent les mains et la tête et les clouent au forum, sur la tribune aux harangues, afin de montrer bien évidemment que la force militaire l'emporte toujours sur la parole et sur le pouvoir civil. Ironie du sort, Cicéron avait défendu en justice l'homme qui le tue, un certain Popilius Laenas, pour le coup, un immémore oublieux du service rendu. Je vous remercie. Merci, on a le temps de quelques questions, remarques. J'en profite, j'affiche une statue, voilà, le souvenir pérennisé de Cicéron, puisque cette statue, donc, vous le voyez, est récente, contemporaine, et qu'elle est donc installée devant le palais de justice à Rome. Voilà, donc c'est Cicéron l'avocat, pour le coup. J'ajoute que la mémoire d'Antoine, quant à elle, est fortement dégradée, puisque, je l'ai dit, d'une part, nous n'avons pas les discours de Marc-Antoine, et il disait certainement des choses fort intéressantes, et que le souvenir, depuis 2000 ans, que nous avons de Marc-Antoine, c'est un ivrogne débauché,
aventurier et destructeur, et autodestructeur. Shakespeare l'a sauvé un peu avec les amours de Cléopâtre, mais ça s'arrête là. Hein. Dans la culture contemporaine, il ne reste pas grand-chose de positif chez Marc-Antoine. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais revenir sur une citation que vous avez donnée au début de votre présentation. C'est ignorer ce qui s'est passé avant qu'on ne soit né, c'est être toujours enfant. Je voulais savoir si le terme latin que vous avez traduit par enfant, c'est infans, dans le sens qui ne peut pas parler. Et non, je crois bien que c'est puer pour le coup. Je vérifie. Oui. Ides semper esse puerum. C'est être toujours puerum, donc un enfant, mais pas un enfant privé de parole, pour le coup. Voilà. Un enfant en formation, en cours d'éducation. Merci. Moi, j'ai une petite question, je vais en profiter. Tu fais un lien, au moins dans ta présentation, hein, entre la mémoire au sens apprendre par cœur des discours avec des moyens mémotechniques et la mémoire au sens se souvenir du passé, des ancêtres, de ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'on trouve chez Cicéron l'idée que développer l'un encourage l'autre? C'est-à-dire, est-ce que développer son talent d'orateur et ses façons d'apprendre des discours va encourager, en tout cas dans la société, le souvenir du passé? Oui, alors précisément, c'est un aspect que je ne pouvais pas évoquer ici parce qu'on manquait de temps, mais il se trouve que Cicéron, effectivement, donc, propose de développer la mémoire de l'orateur. C'est normal, c'est un orateur, donc ça fait partie des fonctions. Toutefois, il se trouve que Cicéron s'intéresse à l'écriture de l'histoire. Et il fait partie de ceux qui vont tenter de définir les critères de l'écriture de l'histoire. Qu'est-ce qui doit être raconté, par qui et pourquoi? Et le par qui est intéressant parce qu'il nous dit que la personne la mieux placée pour écrire l'histoire, c'est l'orateur. C'est l'orateur parce que c'est un homme de mémoire, précisément. Donc, il y a chez Cicéron cette idée que la fonction d'historien devrait revenir à l'orateur. Alors, il a beaucoup théorisé sur le sujet dans différents ouvrages, différents dialogues. On a donc plusieurs, voilà, par petites touches. Mais lui-même n'écrit pas l'histoire. Il n'a pas laissé d'ouvrage d'histoire, sauf un quand même. Mais un ouvrage d'histoire qui reste très classique et qui ne répond pas à ces critères. En effet, il écrit une histoire des orateurs à Rome. Donc, il va établir une chronologie de la naissance des orateurs à Rome jusqu'à lui, jusqu'à aujourd'hui, dirions-nous, à sa place. Cet ouvrage n'est pas réellement un ouvrage d'histoire comme il l'aurait imaginé. Je vais dire pourquoi après. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette chronologie lui sert. Il nous dit, l'histoire des orateurs à Rome nous démontre, en gros, que l'homme tend au progrès. Les orateurs à Rome, au début, sont très mauvais. Ils sont médiocres. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a des géants, ce sont les orateurs grecs. Et donc, il nous dit, ils commencent petitement. Et puis, petit à petit, ils vont se nourrir de culture grecque. Parce qu'il est philhellène, Cicéron. Ils vont se nourrir de cette culture grecque et ils vont progressivement développer un talent oratoire. Et il nous dit, de génération en génération, en fait, il y a une accumulation de savoir. Là, une mémoire technique. Et il nous dit, ça progresse tellement qu'on arrive aujourd'hui au top niveau. Et le top niveau, nous dit-il, c'est moi, forcément. Alors, ce qui est pris très souvent, avec un réflexe amusé, comme une marque de vanité. Il est un tout petit peu vaniteux, ça lui arrive, Cicéron. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut lire le dialogue philosophique en question jusqu'au bout. Parce que ça ne se termine pas sur cette auto-célébration de Cicéron. Il dit, moi je suis formidable, moi je suis le dernier en date, je suis le meilleur. Mais la génération qui suit sera encore meilleure. Et il nous promet un progrès encore en éloquence, et il désigne ainsi un héritier spirituel ou intellectuel, et c'est le jeune, si l'on peut dire, Brutus. Le jeune, il a 20 ans de moins que Cicéron. Il s'agit de Brutus, celui qui assassinera César en 44. Donc il y a là une continuité, et donc il nous dit qu'il y a un progrès qui tend vers un mieux. Voilà. Donc c'est un progressiste au sens philosophique du terme, Cicéron, de ce point de vue-là. Après, j'en reviens à l'écriture de l'histoire. Il a des critères précis. Il nous dit qu'il faut écrire l'histoire de telle et telle manière. Et en particulier, ce qui intéresserait Cicéron, c'est qu'on écrive l'histoire contemporaine. Qu'on s'intéresse donc à des épisodes limités dans le temps.
Par exemple, la conjuration de Catilina. Or, ça tombe bien, parce que nous connaissons un historien qui a raconté cet épisode de la conjuration de Catilina, qui a décidé de limiter son histoire dans le temps. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, on a des historiens qui décident de raconter l'histoire depuis les origines de Rome jusqu'à l'époque contemporaine. Quelqu'un comme Tite-Live, un peu plus tard, par exemple. Non, on a quelqu'un qui a écrit une conjuration de Catilina, et c'est Salluste. Et donc Salluste, d'une certaine manière, choisit un sujet qui aurait plu à Cicéron. Bon, pas de chance, Cicéron, déteste Salluste, parce que c'est un césarien quand même, il faut le dire. Et du point de vue de l'écriture, il nous dit que c'est l'orateur qui saura le mieux écrire l'histoire, les capacités rédactionnelles. C'est lui qui sait faire. Et c'est lui qui est un homme de mémoire. Et de ce fait, c'est un travail tout trouvé pour lui. Donc voilà la passerelle qui nous mène vers l'histoire de Rome, la mémoire de Rome et les implications politiques qui suivent. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si vous vous êtes intéressé à ce que pensent les neurobiologistes actuels sur les techniques de mnémotechnique que vous avez évoquées dans la première partie de votre propos. Alors, j'aurais bien voulu, mais j'ai manqué à la fois de temps et de compétences surtout. Mais je suis sûr qu'il y a un tas de choses à dire. Ce qui m'a paru intéressant, et encore une fois, non, je suis totalement incompétent en matière scientifique, mais le fait est que voilà, Cicéron, c'est quelqu'un qui nous parle d'une visualisation, d'une mémoire visuelle. Voilà. Il invente cette mémoire visuelle d'une certaine manière. En tout cas, c'est lui qui met le nom sur cette méthode. J'ajoute que Quintilien, que j'ai laissé de côté, j'ai dit oui, il lui préfère une mémorisation par cœur. Mais c'est intéressant parce que chez Quintilien, la mémorisation par cœur, c'est une mémorisation par cœur qui est également d'origine visuelle. C'est-à-dire qu'il faut mémoriser la page. Et donc, je situe l'élément que je veux rechercher quelque part dans la page de mon cours ou de mon discours. Donc, il y a aussi une visualisation. Donc là, il y a une mise en avant, encore une fois, de ces perceptions. J'ai renvoyé tout à l'heure aux académiques de Cicéron. C'est un débat très important pour Cicéron, à savoir donc, les sens sont-ils fiables? Et parmi eux, quel est le plus fiable? Voilà. Et donc, c'est un débat récurrent en philosophie, mais lui-même va l'entretenir dans ses académiques entre les différentes positions des sectes philosophiques de l'époque, c'est-à-dire entre la nouvelle académie et l'ancienne académie qui se rapproche du stoïcisme. Et là, il y a des débats, des querelles byzantines. Voilà, sur le sujet. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, il nous reste à te remercier encore une fois. Merci à vous.